La chirurgie thoracique nécessite dans la majorité des cas la ventilation unipulmonaire en péropératoire. La qualité de l'exclusion pulmonaire influe directement sur le confort du chirurgien pour la réalisation de son geste, et ceci encore plus depuis les développements de la chirurgie vidéo-assistée. La ventilation mécanique, et plus encore la ventilation unipulmonaire, expose à plusieurs risques, que sont le barotraumatisme, le volotraumatisme et le risque d'atélectasie. Toute notre prise en charge ventilatoire péropératoire va s'articuler autour d'un unique but: améliorer le confort chirurgical tout en prévenant les risques directement liés à la ventilation mécanique. Pour atteindre ce but, nous allons définir plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de limiter le barotraumatisme. Pour cela, il est important de maintenir une pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau. Comment mesurer cette pression de plateau? On peut réaliser une pause inspiratoire sur le respirateur. Lorsque le débit est nul, la pression mesurée correspond à la pression alvéolaire. On peut également surveiller la pression motrice, qui correspond à la différence entre cette pression de plateau et la PEP totale, sans qu'une valeur seuil à ne pas dépasser ait pu être clairement mise en évidence dans la littérature. L'objectif numéro 2, c'est de limiter le volotraumatisme. Les études ayant démontré les effets négatifs d'un volume courant trop important sur le risque de complications respiratoires en post-opératoire sont nombreuses. On s'astreint donc à maintenir un volume courant inférieur à 8 ml/kg de poids idéal théorique en bipulmonaire et 6 ml/kg en unipulmonaire. Attention à ne pas utiliser de volume courant trop bas, moins de 5 ml/kg de poids idéal théorique, au risque de ventiler principalement l'espace mort. Ceci rejoint notre objectif numéro 3. L'objectif numéro 3, c'est de prévenir au maximum le risque d'atélectasie péropératoire. Elles apparaissent dès les premières minutes après l'induction anesthésique. Leur prévention repose sur 4 axes: l'administration d'une PEP au moins égale à 5 cm d'eau, le maintien d'un volume courant suffisant, comme vu précédemment, la titration de la FiO2 et les manœuvres de recrutement alvéolaire en péropératoire. La PEP est titrée au cours de l'intervention pour éviter la redistribution du flux sanguin vers le poumon opéré et donc la modification des rapports ventilation-perfusion induite par son augmentation. La FiO2, quant à elle, est titrée pour maintenir une saturation en oxygène supérieure à 92% tout en évitant le risque de dénitrogénation favorisant la télectasie. Les manœuvres de recrutement peuvent être effectuées à chaque phase importante, juste après l'intubation, après l'exclusion pulmonaire et à chaque épisode de reventilation. N'hésitez pas à effectuer ces manœuvres de recrutement en unipulmonaire sur le poumon opéré, dit poumon non dépendant, lorsque le chirurgien vous en laisse la possibilité. Le mode de ventilation utilisé n'a jamais démontré de bénéfice en chirurgie thoracique. Vous pouvez utiliser aussi bien les modes ventilation contrôlée, à condition de bien monitorer la pression de plateau, ventilation en pression contrôlée, à condition de bien monitorer les volumes courants. Le mode ventilation en pression contrôlée à volume garanti, dit mode autoflow, pourrait avoir un intérêt dans cette situation. La pression continue d'insufflation avec son volume garanti pourrait peut-être réunir le meilleur des deux mondes. L'hypoxémie est une complication fréquente en chirurgie thoracique. Nous allons tenter d'envisager ensemble les solutions qui s'offrent à nous pour pallier à ce problème. Commençons tout d'abord par la prévenir. La préoxygénation est fondamentale avant toute induction anesthésique. Elle l'est d'autant plus en chirurgie thoracique. Vous en connaissez déjà les règles élémentaires: au moins 3 minutes, fraction expirée en oxygène supérieure à 90%, position proclive et pression positive en cas d'obésité. Malgré tout, le risque d'hypoxémie persiste après consommation de l'oxygène stocké dans les alvéoles. Lorsqu'elle survient, la première étape consiste à repasser en FiO2 1 en attendant de régler le problème. Nous allons tenter ensuite de réfléchir aux principaux mécanismes pouvant être à l'origine de cette hypoxémie. Le shunt, un trouble de diffusion alvéolo-capillaire, un effet basse PVO2 et des anomalies de ventilation-perfusion, sachant que l'on peut partiellement agir sur seulement 3 d'entre eux. Pour diminuer le shunt intrapulmonaire, on s'assure d'abord de l'absence d'obstruction. Un contrôle fibroscopique avec aspiration est nécessaire pour vérifier l'absence de sécrétion et le bon positionnement de la sonde d'intubation. On peut ensuite décider de recruter le poumon dépendant ou poumon inférieur afin de lever certaines atélectasies. Enfin, on peut appliquer une CPAP sur le poumon exclu pour permettre son oxygénation, tout en sachant que cela rendra plus difficile le geste chirurgical. Afin de lutter contre l'effet basse PVO2, on s'assure du maintien d'une hémodynamique satisfaisante, c'est-à-dire d'une pression artérielle correcte, mais aussi de l'absence d'hyperinflation dynamique induite par une PEP trop importante. Celle-ci pourrait alors augmenter la post-charge du ventricule droit et ainsi faire diminuer le débit cardiaque. Enfin, on pourra tenter d'améliorer les rapports de ventilation-perfusion en renforçant la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, soit par l'administration d'admitrine par voie intraveineuse, soit par un clampage intermittent de l'artère pulmonaire dans les formes les plus sévères le nécessitant. Si toutes ces mesures s'avèrent insuffisantes, il ne faut pas hésiter à reventiler de manière intermittente le poumon opéré,
ce qui permet normalement de corriger assez rapidement l'hypoxémie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la gestion de la ventilation au cours de la chirurgie thoracique. Vous trouverez de nombreuses références sur le sujet en description de cette vidéo.